En manchette ce soir, un ex-enseignant de Val-d'Or passera un peu plus d'1 an derrière les barreaux. Coupable de crimes sexuels, Alexandre Sylvestre écope de 16 mois de prison. Une centaine de citoyens réunis pour la survie du CLSC à Barrault. On veut un CLSC ici. Point final. La formation professionnelle prend un nouvel élan à Picogan. La saison estivale est lancée dans les parcs nationaux de la région. Le début de saison a été quand même très difficile, là. Vous avez vu en chemin, il y a encore de la neige sur le bord de chemin à Aiguebelle. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous pour le TVA 18h. On commence ce soir au Palais de justice de Val-d'Or. L'ex-enseignant d'éducation physique Alexandre Sylvestre, reconnu coupable de crimes sexuels, devra passer un peu plus d'1 an en prison. Il a reçu sa sentence ce matin. Félix Blaquière donne les détails. Alexandre Sylvestre devra purger 16 mois de prison. L'enseignant d'éducation physique a reçu cette sentence sur le chef d'accusation de leurre envers une mineure et il écope d'une peine de 6 mois en simultané pour avoir échangé du matériel à caractère sexuel avec une mineure. Les peines ne s'additionnent donc pas. Il sera ensuite en probation 3 ans à sa sortie de prison et il sera inscrit 20 ans sur la liste des délinquants sexuels. Le fait que le contrevenant n'avait pas d'antécédents judiciaires et qu'il se soit retrouvé un autre emploi ont été retenus en facteur atténuant. Mais le mauvais traitement envers une personne de moins de 18 ans, l'abus de confiance envers la victime sous l'autorité de l'ancien enseignant et les conséquences importantes sur la victime ont été énumérés en tant que facteurs aggravants. La cause sera sûrement portée en appel puisque l'avocate à la défense affirme que le dossier est prêt et qu'il sera déposé. Si le dossier est retenu, M. Sylvestre pourrait être remis en liberté dès le 22 mai en attendant de passer devant la cour d'appel. Félix Blaquière, RNC Nouvelles, Val-d'Or. Et près de 150 citoyens étaient réunis hier soir à Barrault pour assister à une rencontre d'information concernant l'avenir de leur CLSC. Accompagnés des membres du comité Vigie, ils ont fait part de leur inquiétude concernant les abolitions de postes dans les dernières années dans la municipalité. Résumé d'Alexis Dumont. Le message transmis par les citoyens dans la salle mardi soir est clair. On veut un CLSC ici. Point final. Depuis quelques années, les services au CLSC disparaissent un à un et pas question pour les citoyens de voyager à Amos. Ils veulent des soins chez eux. Vous avez un CLSC à Amos? Oui. Vous ne pourriez pas couper un poste là et l'envoyer ici? Ça ne fera pas un dommage, là, parce que l'hôpital, il couvre quasiment dedans. Les personnes qui prennent des prises de sang à toutes les semaines, ils vont faire quoi? Je vois le monde aujourd'hui ici, puis je me dis, moi j'ai 28 ans, puis j'aurais pas fait la route, aller-retour, avec l'école et tout, puis je vois les gens ici qui n'ont pas toutes des autos, qui sont assagés. Une mobilisation qui réjouit la mairesse et les membres du comité Vigie. Il y avait 140 personnes, comme il faut, dans l'Assemblée. Alors, je pense que c'est clair. Le mandat nous a été donné de poursuivre. Je me suis rendu compte qu'on avait vraiment la population derrière nous. Ça fait que ça nous fait grand plaisir parce que ça fait, comme je vous disais, 2 ans qu'on y travaille, qu'on cherche des solutions parce que le CISAT n'en a pas à nous proposer. L'heure est maintenant aux négociations avec le CISAT. Plusieurs personnes leur reprochent d'ailleurs un manque d'action et de transparence. L'organisation se défend en mentionnant que des efforts sont déployés sur la table pour assurer la survie du CLSC. Où est-ce qu'il est, le boss? Pour le moment, l'ensemble de ces fonctions-là sont affectées à des services critiques essentiels partout sur le territoire, là, comme je vous ai dit, les services d'urgence et tout. Donc, ce qui a toujours été mentionné, lorsque le nombre de ressources sera en quantité suffisante, on pourra effectivement avoir des postes qui permettront de répondre aux besoins. Mais est-ce que tout cela est suffisant? C'est sûr qu'il y en a qui sont intéressés, mais c'est ça. Il faut un vouloir là, du CISAT aussi. Là. Il faut qu'il nous appuie aussi dans ces suggestions-là. Une rencontre aura d'ailleurs lieu mercredi prochain entre la municipalité et le comité Vigie afin de faire un bilan sur la séance de ce soir. Alexis Dumont, RNC Nouvelles, à Barrault. Vos réponses à la question du jour TVA. Une présentation de la clinique infirmière Nord-Ouest partout dans la région. Nous vous offrons des consultations rapides avec des infirmières et infirmières praticiennes spécialisées et un nouveau service de téléconsultation. Contactez-nous pour plus d'informations ou visitez notre site Web.
Et à la question du jour, on vous demandait « Y a-t-il suffisamment de services offerts dans les CLSC de la région? » Vous avez répondu non à 89 %. Et à Picogan, l'éducation prend un nouvel essor avec l'arrivée d'installations pour la formation professionnelle en cuisine d'établissement et en charpenterie-menuiserie. Élise Tessier a les détails. Pour nous, ce développement représente bien plus que des infrastructures. À Picogan, les marteaux résonneront bientôt aussi fort que les casseroles et coutelleries au Centre régional d'éducation des adultes Kitiamik. De toutes nouvelles installations pour les formations en charpenterie-menuiserie et en cuisine d'établissement viennent d'y être inaugurées, une première pour la communauté Anishinaabe. On commence à mettre notre pied au niveau de l'éducation, formation professionnelle sur communauté autochtone. Puis l'annonce vient de mettre en place qu'on est capable de livrer des services pour la cuisine et pour le programme de charpenterie. Alors, c'est un moment historique pour le conseil scolaire. C'est 2 programmes qu'on est maintenant capable de qualifier et tout avec les compétences reconnues du ministère de l'Éducation. Ce moment historique prend tout son sens avec l'apport concret des étudiants en charpenterie qui ont permis la construction de ces bâtiments essentiels, comme l'explique Martin Adam, directeur du CREA Kitiamik. On n'avait pas les bâtiments nécessaires pour donner cette formation-là. Donc, au fur et à mesure, on a réussi à faire les bâtiments qu'on a là actuellement avec les étudiants en formation, justement, ce qui est assez particulier. Mais on a réussi à faire les bâtiments pour donner ces futures formations-là, ce qui nous rend très fiers. Ces programmes jouent un rôle clé dans l'émancipation des communautés. Ça va permettre le développement des capacités et des compétences de nos membres pour arriver à une plus grande autonomie puis une plus grande autodétermination aussi. Des formations apporteront également une solution concrète aux familles de Picogan. Le fait d'avoir des bâtiments et des formations dans notre communauté, ça va faciliter l'accès à nos membres pour ces formations-là. Souvent, nos membres ont déjà des familles et le fait de devoir s'éloigner de la maison, souvent, c'est une barrière à la formation. Les formations professionnelles débuteront la semaine prochaine à Winaway, au Témiscamingue, et ici à Picogan, elles débuteront dans 2 semaines. Élise Tessier, RNC Nouvelles. Et en politique, est-ce que ce serait le début de la fin pour la coalition Avenir Québec dans la région? À cette question, le député du Parti québécois et poids lourd de l'Assemblée nationale, Pascal Bérubé, se dit préoccupé. Des préoccupations qui émanent de récentes sorties dans les médias de Daniel Bernard, député de la CAQ dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, qui juge que la voix des régions peine à trouver écho à Québec, siège du pouvoir. Entrevue d'Anthony Dallaire. Qu'est-ce que ça en dit sur le leadership de M. Legault quand un député de région comme ça sont obligés de faire une sortie comme ça? Et qu'est-ce que ça en dit sur la vision pour les régions, en fait, là, de François Legault? D'abord, ça arrive à peu près jamais qu'un député puisse s'exprimer publiquement pour faire des critiques face à son gouvernement. Ça demande du courage et ça démontre l'importance des enjeux pour cette région. Et nous, on le savait parce que l'an dernier, on s'est rendu à Rouyn-Noranda pour notre caucus. On a choisi d'aller dans cette région pour écouter ce qui se dit. Et c'est exactement ce qu'on nous a dit de la part des élus locaux et de la part de la population. Donc, ce qu'il dit, il a raison. Et s'il le dit, c'est que ça représente la vie de pas mal de monde au Québec, des députés de la CAQ qui sont tannés qu'il ne se passe rien dans les régions et de ne pas être écoutés. Ce qu'il dit également, M. Bernard, qui est très important, c'est que l'Abitibi-Témiscamingue a donné 3 députés de la CAQ et aucun s'est qualifié pour être ministre responsable de la région. Et il y a un coût à ça. Au lieu de choisir un député qui est présent à Rouyn-Noranda, à Val-d'Or ou à Amos, ils ont choisi quelqu'un qui habite à Trois-Rivières. Quel est ce manque de confiance à l'égard des 3 députés de la CAQ? Pourquoi il n'y en a pas un des 3 qui est ministre responsable de la région? C'est jamais arrivé dans l'histoire. Tant avec le Parti québécois que le Parti libéral, il y a toujours un ou une députée qui est ministre responsable de la région. Au Parti québécois, c'était François Gendron, c'était Rémi Trudel. Au Parti libéral, il y a eu M. Corbeil, entre autres. Pourquoi l'exception, c'est avec la CAQ? Aucun des 3 se qualifie pour être ministre. Ça envoie tout un message. Ça arrive dans votre région et c'est également le cas en Gaspésie et aux îles. En ce sens-là, je vais poser la question comme ça, M. Bérubé, mais est-ce que les gens de la région de l'Abitibi-Témiscamingue, en élisant 3 personnes de la CAQ, se sont fait flouer aux dernières élections dans ce genre de situation-là? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Est-ce que c'est quelque chose qui... Oui. La réponse, c'est oui. On a demandé aux gens de la région de voter massivement pour la CAQ. Ils ont dit oui, ils ont voté pour François Legault.
Et ils se disent, on aura quelqu'un de notre groupe qui va pouvoir se faire entendre à l'Assemblée nationale. Aucun. Alors, oui, les gens se sont fait avoir, mais ils ne sont pas obligés de se faire avoir une autre fois. Donc, il y a une élection l'année prochaine. Et soyez assurés d'une chose, le Parti québécois revient en force dans cette région. On est en avance dans les 3 circonscriptions. La région sera beaucoup plus entendue à l'Assemblée nationale. D'ici ce temps, il faut entendre ce que Daniel Bernard nous dit, le message pour les régions de la CAQ. Quand c'est nous qui vous le dites, les gens peuvent dire, oui, mais c'est l'opposition, c'est les adversaires de la CAQ. Et là, écoutez bien, c'est un député élu de la CAQ qui nous dit, ça n'a aucun sens, personne ne nous écoute, le pouvoir, il n'est pas dans les régions, fuyez. Il est intéressant. Et est-ce que, selon vous, tout député qui serait dans ce type de position-là, en fait, qui n'est pas en mesure de répondre aux exigences de ce pourquoi il a été élu, a encore la légitimité d'être là, en fait, là? Je pense que c'est les citoyens qui vont trancher. Ça prend des gens qui ont l'indépendance d'esprit pour penser toujours pour la région avant de penser pour leur parti. Et c'est pas pour rien que dans les 3 circonscriptions, les résultats de projection électorale sont catastrophiques pour la CAQ. Ça envoie ce message-là. Alors, les chiffres parlent, la population parle, et maintenant un député de la CAQ parle. Je pense que la cause est assez entendue dans cette région. Et c'est pas pour rien que, et je le dis parce que ça circule, le député d'Abitibi-Est a de très bonnes chances de se retrouver bientôt candidat à la mairie de Val-d'Or, donc de quitter son poste de député. Il ne l'a pas nié, et je pense que c'est une des démonstrations qu'il sent qu'il n'y a pas d'avenir à la CAQ en Abitibi-Témiscamingue. Donc, le début d'une fronde qui pourrait être plus grande, selon vous, là. Début d'un changement qui va s'exprimer, selon moi, à l'automne 2026. Mais d'ici ce temps-là, on souhaite ce qu'il y a de mieux pour la région. Alors, que les propos de Daniel Bernard puissent servir d'électrochoc pour ce gouvernement se ressaisissent pour cette région et les autres régions aussi. Et d'ailleurs, le député d'Abitibi-Est, Pierre Dufour, nous a mentionné qu'il est toujours en réflexion pour la mairie de Val-d'Or et que pour le moment, rien n'est décidé. L'indice boursier minier au TVA Nouvelle 18h est une présentation de GFM Groupe Financier. Dirigeants d'entreprises et particuliers, fiez-vous aux experts de GFM pour vos placements, assurances de personnes et assurances collectives. Car pour vous, ils vont au-delà de la finance. Salut, c'est Étienne du cabaret Douce Piquante qui va débuter ce jeudi 22 mai. Je vous en parle après la pause. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. Le 29 avril s'est déroulé le gala régional du 27e défi Ose entreprendre nord du Québec à Chapais. Le gala a fait rayonner des jeunes et des entrepreneurs inspirants qui sont passés à l'action. 24 prix ont été remis aux lauréats qui se sont démarqués par la qualité de leurs projets, leur créativité, leurs valeurs et leur modèle d'approvisionnement auprès de fournisseurs québécois. Des bourses totalisant plus de 31 000 $ ont été décernées dans la région du nord du Québec. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. La saison estivale est lancée dans la plupart des parcs nationaux de la province et on s'attend à ce qu'elle soit promoteuse dans la région. Reportage d'Olivier Morin. Le malheur de l'un fait le bonheur des autres. La guerre commerciale avec les États-Unis devrait avantager les 2 parcs nationaux de la région au niveau de l'achalandage. C'est sûr qu'avec ce qui se passe de l'autre côté de la frontière, on entrevoit que les Québécois vont choisir de rester au Québec. Donc, c'est sûr, c'est une bonne nouvelle pour nous, là. Donc, ça risque d'être une bonne saison. Pour nous aussi, là, les réservations vont quand même bon train en ce moment. À pareille date aujourd'hui, là, on est déjà un peu en avance comparé à l'an passé. On le sent, là, l'effet là, des Canadiens, des Québécois qui veulent demeurer au pays ou dans la province. Mais la météo des dernières semaines a eu un effet sur le début de la saison au Parc national d'Aiguebelle. Le début de saison a été quand même très difficile, là. Vous avez vu en chemin, il y a encore de la neige sur le bord de chemin à Aiguebelle. Donc, on a eu beaucoup de retard là, au niveau de la préparation du terrain. Du côté du parc d'Opémicane, les préparatifs en vue de la prochaine saison se poursuivent. On est en préparation d'ouverture de saison en ce moment. On ouvre au public là, pour le camping et les prêts à camper à partir du vendredi 20 juin. Donc, en ce moment, tout ce qui est accessible, c'est nos sentiers pédestres.
mais notre camping n'est pas ouvert, là, nos accueils ne sont pas ouverts encore. Le parc, qui est situé au Témiscamingue, offrira d'ailleurs de nouvelles activités. Une nouveauté cette année, en fait, on met de l'avant là, un nouveau parcours qu'on appelle un parcours de rando-canot. Donc, c'est un secteur du parc qui était accessible là, déjà par le passé, mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a apporté un dépôt à canot. Donc, on a des canots en location qui sont sur ce parcours-là. Pour le personnel nécessaire au bon fonctionnement des sites cet été, la réalité est différente pour chacun des parcs. Pour nous, ça va bien cette année là, au niveau du recrutement. En ce moment, tous nos postes sont comblés. Ça a été assez difficile, je dirais qu'il nous manque encore des postes. Donc ça, c'est jamais mission accomplie, je dirais, au niveau du personnel. Les parcs nationaux sont également en renégociation d'une nouvelle convention collective, ce qui pourrait faire craindre une grève dans ce secteur. Olivier Morin, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Au culturel Justine, le cabaret Douce Piquante présente sa première demain au Paramount. Ouais, Kémélia, si vous avez le goût de rire et de vous remémorer les moments plus ou moins glorieux de Rouyn-Noranda, eh bien, vous devez assister au cabaret Douce Piquante. C'est un spectacle de variété où les interprètes dévoilent tout l'amour qu'ils portent pour Rouyn-Noranda. Le cabaret Douce Piquante comprend de l'animation, du stand-up, des sketchs, des chansons et plus encore. C'est une soirée à la fois douce, piquante et audacieuse qui vous attend. Hey, cabaret Douce Piquante, là, c'est une série de sketchs, d'animations, de vidéos aussi, de chansons dans lesquelles on se permet de se gâter, puis on parle de Rouyn-Noranda, tous les événements qui ont eu lieu au cours des derniers mois à Rouyn-Noranda. Ça fait que tout ce qui se passe, tout ce qu'on entend parler comme faits divers, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux qu'on entend ou qui ont eu un certain succès, on peut dire, ou pas, fait qu'on se permet d'en rire un petit peu. Fait qu'il y a un petit peu beaucoup d'autodérision. Ça fait que je dirais qu'on se gâte pas mal. Il reste des places pour 2 des 3 représentations. Dépêchez-vous d'aller vous procurer des billets pour les spectacles de demain à 20h, mais également pour celui de vendredi à 18h. Le cabaret Douce Piquante est un spectacle bénéfice pour encourager les productions Chien pas de médaille. C'est la 3e édition de ce genre de spectacle et à chaque année, les spectateurs en veulent plus. Bien, on le ramène, c'est pas pour rien, c'est parce que ça a eu un super de beau succès. Il faut savoir qu'on a commencé en 2022 lorsque les études sur la qualité de l'air sont sorties à Rouyn-Noranda. Fait que là, on trouvait que Rouyn-Noranda avait besoin d'amour. C'est pour ça qu'on a sorti ce cabaret-là à la fin de l'année 2022. Par la suite, on l'a repris en 2024 parce qu'on trouvait que, c'est ça, le Rouyn-Noranda avait encore besoin d'amour. Et puis là, ben c'est la dernière mouture, 2025. Là, on l'a appelé Cabaret Douce Piquante parce qu'on se permet justement d'être irrévérencieux, on se gâte un petit peu, puis on sent que les gens en veulent, ça fait qu'on leur en donne. Hey, écoutez, si ça vous tente d'avoir du plaisir, de vous relâcher, mais sérieusement, je pense qu'on a une très belle mouture, c'est un très bon spectacle. C'est rare qu'on dise ça, mais là, dans ce cas-ci, je pense qu'on a vraiment une très bonne édition, assez salée, assez poivrée aussi, un peu doux, un peu piquant, un peu tout ça. Ça fait que c'est un excellent divertissement. Venez, manquez pas ça, ça va être vraiment bon. Il reste quelques billets à peine pour le jeudi, mais pour le reste, là, c'est pas mal complet. 2 athlètes du club de judo Rouyn-Noranda sont maintenant double médaillés d'or canadiens. On a pu s'entretenir avec Zachary Mainville et Thomas Varolin. On vous présente l'entrevue tout de suite après la pause. Les sports vous sont présentés par Thibaut GM, votre concessionnaire de confiance à Rouyn-Noranda, là où qualité et choix se rencontrent. Et au sport, Zachary Mainville et Thomas Varolin du club de judo Rouyn-Noranda sont maintenant double médaillés d'or canadiens. Le duo de l'heure au Canada dans la discipline des katas poursuit son irrésistible lancée. Alexandre Cabana a rencontré les nouveaux champions. Médaillés d'or dans 2 des plus prestigieuses catégories au championnat canadien de Calgary, Zachary et Thomas prennent la pole comme étant l'une des plus belles histoires sportives de la région. On s'y attendait un petit peu, mais écoute, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fait que on a essayé, on a travaillé pour, puis ça a donné ce que ça a donné. 2 médailles d'or, on est vraiment contents. On a participé aux championnats mondiaux cette année, puis on a fait les finales. On est la seule équipe canadienne à avoir fait les finales cette année. Fait que non, c'est pas notre plus grosse, mais c'est notre première médaille d'or dans le circuit national. Ouais,
L'équipe de Rouyn-Noranda est rapidement devenue le visage de leur discipline, le kata, un pan un peu plus méconnu du judo. C'est 5 séries dans le fond, puis tout le monde doit répéter les mêmes séries de techniques. Puis les juges y notent selon des détails qui fait le mieux les séries. On travaille parce qu'ils regardent tout jusqu'à nos mouvements de pied, de main, de chute. Il faut qu'on soit droit, il faut que ça soit parfait. Là. Pratiquement autodidactes, les deux jeunes doivent mettre les bouchées doubles dans une région où les sensei de kata ne courent pas les rues. On monte à Montréal quand même assez souvent. Là, je dirais presque 2 fois par mois, là, on est à Montréal. C'est un peu compliqué parce qu'à Rouyn, nos coachs sont pas qualifiés vraiment tant que ça. Fait qu'on va chercher beaucoup de l'aide à Montréal. Bon. En fait, nos coachs, c'est nos pères. Cool. Eux, ils font du judo aussi, sont ceinture noire. Bon. Mais eux, ils sont plus là pour nous pousser à aller nous entraîner. C'est clair que c'est une fierté là, de dire qu'il y a des équipes qui font ça depuis 3-4 ans avec des coachs que nous autres, on voit 4-5 fois dans l'année. Eux, ils les voient toutes les semaines, puis on arrive quand même à un niveau qui est comparable, puis qui est même des fois, comme on a prouvé, supérieur. Fait que c'est vraiment une grosse fierté. Bon, on se démarque quand même très bien, honnêtement, en Abitibi. Là, on a des gros noms, comme à Val-d'Or, on a un Guillaume Gaulin qui fait l'équipe Canada de combat. On a des gros noms en Abitibi. On a un beau développement des dojos, mais c'est sûr, au niveau kata, c'est tout nouveau, là. Zachary et Thomas ont maintenant les yeux rivés sur une médaille lors des mondiaux en novembre prochain. Alexandre Cabana, RNC Nouvelles, Rouyn-Noranda. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel, @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. La météo, une présentation de Nicole Auto de la Sarre, la capitale du pick-up. Où vous y trouverez toujours le meilleur choix, toujours le meilleur prix. À la météo, Justine, la pluie prendra le dessus tout le reste de la semaine. Effectivement, Kémélia, c'est la semaine parfaite pour se trouver un bon livre à lire et ne faire que ça pour les prochains jours parce que vraiment, les activités à l'extérieur vont être limitées à cause de la pluie. Ce qui nous attend pour ce soir et cette nuit en Abitibi, eh bien, c'est les averses qui vont commencer avec un minimum de 7 degrés. Du côté du Témiscamingue, c'est un 60 % de probabilité d'averse de pluie qui est attendue avec un minimum de 8. Demain, sur l'ensemble du territoire, encore une fois, on aura de la pluie intermittente avec un maximum de 14 en Abitibi et de 11 du côté du Témiscamingue. Et en aperçu pour vendredi, partout en région, les averses vont encore être présentes avec un maximum de 12. Je vous souhaite une bonne soirée pluvieuse à l'intérieur et profitez-en pour relaxer à la maison. Ouais, merci Justine. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres ce soir. Et si vous voulez revoir nos contenus, vous pouvez tout retrouver sur YouTube, X, Blue Sky, TVA, Abitibi-Témiscamingue. Je vous souhaite de passer une belle soirée. À demain.